ça va? C'est Bon. parfait. C'est bien comme ça, c'est Ah ouais, bien on peut fait, bien on lire. se croirait en vrai, quoi. Sans On se lire. croirait face à un vrai conférencier. Alors, donc la conférence, ça c'est une double question. Qu'est-ce que la philosophie? L'idée c'est de présenter un petit peu la matière. Peut-elle nous rendre heureux? Et je commençais par me dire, déjà, bon, on commence par une double question. En philo, quand on a une question, déjà, c'est beaucoup. Alors deux, voilà. Et je me suis dit, tiens, pour faciliter les choses, je me suis dit, pour répondre à la question, pourquoi pas poser une troisième question? Tiens, pourquoi poser une telle question? Voilà. Donc c'est qu'en philosophie, déjà, il y a facilement une mise en abîme, on questionne. En vrai, philosophiquement, quand on nous pose une question, on va interroger, questionner la question pour approfondir. Alors, sinon, sérieusement, pourquoi une telle question? Vous connaissez l'étymologie, hein, l'origine du mot philosophie, philos, ami, sophia, la sagesse. La sagesse, ça a un double sens. Ça a le sens de la science et la sagesse. Donc, alors, si c'est la science, on est plutôt sur le versant théorique de la connaissance, et très clairement, la philosophie est une science théorique. Et si c'est le terme de sagesse, c'est qu'il y a aussi une prétention à essayer d'obtenir quelque chose là sur un versant donc plus théorique mais pratique, c'est-à-dire dans la vie concrète. Le sage, donc c'est normalement l'homme heureux, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut être intéressant, parce que si on fait de la philosophie, est-ce qu'on peut atteindre quelque chose comme le bonheur? Personnellement, j'en doute, mais j'ai quand même envie de dire, tiens, on peut présenter ça de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on voit vite, avec la philo, on peut avoir donc une tête bien pleine, mais après, la question du bonheur, on le sent tous intuitivement, c'est peut-être quelque chose d'autre, en fait. Hein. C'est pas seulement d'avoir des diplômes universitaires, un doctorat ou je sais pas quoi. Donc là, moi, je me propose quand même de dire, bon, voilà, d'abord, une petite approche historique de la discipline pour dire ce que c'est, et puis de revenir dans une deuxième partie sur la question du bonheur, cette question-là de la sagesse. Hein, dire un peu ce que j'en pense, en fait. Voilà, parce qu'on dit toujours aux philosophes, mais est-ce qu'il dit ce qu'il pense? Monsieur, on a le droit de dire ce qu'on pense et tout ça. Alors aux élèves, cette question-là, on leur dit, mais oui, en fait, quand on fait de la philo, je compare ça souvent par exemple à du chant ou de la respiration. C'est des trucs qu'on sait tous faire. Enfin, là, on veut respirer forcément, sinon là, ça ne va pas tenir longtemps. Et le chant aussi, on chante plus ou moins bien ou quoi. Mais si on commence à pratiquer le chant, on va avoir donc des éléments techniques de soutien du souffle, des choses comme ça, d'envoyer le son dans la verticalité, les résonateurs, tout un tas de trucs. Donc ça demande pas mal de techniques, beaucoup de travail, et on ne peut pas faire un chanteur en 3 semaines comme dans The Voice, en fait. Hein. Ben, pour la philo, c'est un peu pareil, c'est la pensée. On pense tous, évidemment. Hein, Descartes dit même dans le discours de la méthode, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde. C'est vrai, mais alors en philosophie, on va vite rentrer dans quelque chose qui va être assez technique, de construction de la pensée, de l'argumentation. Donc on va apprendre aux élèves à penser, et donc moi je leur dis, c'est pas à la fin de la copie que vous dites ce que vous pensez, donc on quitte un peu cette idée de la pensée comme donner un avis ou une opinion, pour être dans une pensée comprise comme construction de toute une argumentation, un peu comme une architecture. Donc pour donner un peu un élément de définition, la philo c'est quoi? C'est ça, c'est une architecture de la pensée. Donc archi, ça vient du grec, archéo, ça veut dire commencer, et archéo c'est aussi l'ordre. On ne peut pas faire une architecture si on ne saisit pas l'ordre des choses et si on ne donne pas un ordre à la construction. Donc pour la pensée, ça va être aussi quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc sur l'approche historique d'abord, un peu comment ça a apparu cette affaire-là. La philosophie, déjà, j'ai envie de dire que c'est une discipline qui apparaît à un moment donné de l'histoire et à un endroit donné du monde. Donc cet endroit, c'est la Grèce antique, et le moment de l'histoire où ça apparaît, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. On va parler du miracle grec, hein, c'est l'expression que j'ai reprise là. Miracle hein, au sens étymologique. Alors en philo, on s'appuie beaucoup sur l'étymologie, c'est-à-dire l'origine d'un mot. C'est pas pour faire le savant, pour parler grec ou le latin, comme ça, pour qu'on fout plein la vue. C'est en fait une étymologie toute seule, elle ne dit pas grand-chose, une définition, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est ce à partir de quoi on peut essayer de méditer, de comprendre le sens d'un terme. Donc la philo, c'est une matière où on va dire, est-ce que c'est de la linguistique? Enfin, on va réfléchir sur le sens des termes pour voir ce que ça veut dire, et un terme n'a pas un sens unique, un terme c'est un peu des
efflorescences, des senteurs, comme, je vais dire un peu comme une fleur, ça a du sens. Et donc, ces émanations de sens, on les interroge, parce que finalement, nous on va parler de concepts en philo, et les concepts sont liés à des conceptions. Vous voyez, si je vous dis la liberté, tout ça, si je lis un auteur comme Rousseau, il y a toute une conception de la liberté derrière, toute une architecture. Ou si je vous dis, par exemple, si je dis le travail chez Karl Marx, il y a toute une conception derrière, donc par exemple le matérialisme dialectique, et donc ça a des conséquences. Et donc nous on est dans ce terrain-là du sens, de compréhension des mots, pas seulement pour baratiner ou pour voilà, être un habile, quelqu'un qui sait parler et tout ça, un orateur, mais pour interroger donc le sens du réel. C'est toujours cette articulation des mots vers la réalité, c'est ça qui se passe. Donc le miracle grec, pourquoi hein, donc, bien c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît donc, le premier philosophe qui est Platon. Donc on va parler de philosophie à partir du moment où il y a plusieurs critères. À partir du moment où on a des auteurs, c'est-à-dire des gens qui ont écrit des bouquins. Par exemple, Socrate est celui qui a très fortement inspiré Platon, mais il n'a laissé aucun écrit. Donc on ne peut pas le considérer comme le premier philosophe. Donc c'est Platon le premier philosophe. Alors avant Platon, il y a des mecs qui ont écrit, hein, et des penseurs qui ont écrit, hein, Parménide, beaucoup de noms, enfin comme Protagoras, etc. Donc des gens que Platon appelle des sophistes, mais on va les appeler des pré-socratiques. C'est intéressant, on n'a pas parlé on ne dit pas pré-platonicien, on dit des pré-socratiques. Parce que chez Platon, la figure de Socrate, c'est la figure du sage, du philosophe. Alors une petite différence, Platon critique beaucoup les sophistes. Alors sophiste, ça vient de sophia, sagesse. C'est ceux qui prétendent savoir. On traduirait en latin sophia, donc docteur, donc des doctes, des savants. Et Socrate, c'est la figure de celui qui va interroger les savants, parce que lui dit « moi je ne sais rien ». Vous connaissez cette phrase peut-être de Socrate « je sais que je ne sais rien ». On la retrouve dans l'Apologie de Socrate, écrite par Platon. Et c'est pas que Socrate dit « moi je sais rien du tout, que dalle, enfin je suis ignorant ». C'est pas un auto-dénigrement, c'est que ne sachant pas, Socrate désire savoir. Et donc la philosophie, c'est ce désir de connaissance. Et donc Socrate va aller voir des gens qui se disent ou qui sont réputés savants, les sophistes. Et à chaque fois, Socrate va d'une certaine façon démonter leur savoir en montrant que c'est une prétention de savoir, en fait. Des prétentieux, en fait. Parce que ces grands docteurs ont des idées très grandes, mais le problème, c'est qu'ils sont figés sur leur savoir et qu'ils n'ont plus, finalement, cette dynamique de la pensée. Dynamique, en grec, ça veut dire mouvement, comme dynamite, enfin, donc cette vie de la pensée. Et Socrate, c'est, on va dire, c'est l'esprit critique. Critique, ça veut dire juger, jugement, en grec, krinein. Et donc, Socrate, c'est lui qui provoque la crise. Et celle qui va remettre en cause, en essayant de définir donc, des choses, etc. Il va voir les grands sophistes, il les remet en question. Et donc, Socrate est le philosophe, celui qui aime la sagesse, qui la désire, mais qui ne la possède pas. Parce que quand on désire, on sait qu'on ne possède pas ce qu'on désire. Désirer, c'est posséder déjà, dire ma femme, mais ce n'est pas ma propriété. Donc, la relation de désir est toujours comment dire, donc, une tension vers, mais en dépossession. On ne possède pas les gens, on ne possède pas l'ami, en fait. Et donc l'ami de la sagesse, c'est celui qui sait que la sagesse n'est pas sa propriété. En fait. Chez Platon, cette sagesse, ça va être l'absolu, vers quoi on peut tendre, mais que jamais on ne possède. Donc la première figure du philosophe, c'est Socrate, mais ce n'est pas vraiment un philosophe, puisqu'il laisse aucun écrit, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est Platon qui, à chaque fois, va reprendre Socrate comme interlocuteur principal, animé par une quête de vérité. Socrate qui a été condamné à mort en 399 avant Jésus-Christ, justement parce qu'il était dérangeant, en fait. Parce que celui qui est donc, dans l'esprit critique, vous savez bien, l'homme reste l'homme, hein, c'est aujourd'hui comme il y a 2500 ans, c'est pareil. Et surtout, si on se bat pour la vérité, on peut finir très mal. Socrate a fini en buvant la ciguë. Il y en a un autre qui a fini en croix, enfin, ça arrive, c'est récurrent, que Martin Luther King s'est fait assassiner, enfin, voilà, donc Gandhi, enfin, vous voyez, donc, ou la non-violence, etc. Ça ne veut pas dire qu'on finira pas mal, mais il ne faut pas trop s'en inquiéter, hein, l'essentiel étant de se battre pour le bien, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça, quand même. Donc, au début de la philosophie. Donc, Platon qui écrit, ceux d'avant ne sont pas considérés donc, comme des philosophes, et aussi pour contextualiser historiquement, il y a bien d'autres cultures avant la Grèce, il n'y a quand même pas que la Grèce. Vous voyez, et puis il n'y a pas que le bassin méditerranéen quand même, hein. Donc il y a la culture asiatique, multimillénaire, enfin,
pourrait imaginer aussi des sagesses Incas, etc. Là, on n'a aucun écrit, donc on ne peut que spéculer, on ne peut pas vraiment savoir. Les Égyptiens, etc. Donc, vous voyez, et je pense aussi notamment, par exemple, aux écrits sapientiaux de la Bible. C'est pourtant pas de la philosophie. Sapiens, ça vient de sagesse. Et je pense aux proverbes, aux psaumes, aux lamentations, etc. Mais dans toutes les autres cultures, en dehors donc de la Grèce antique, les sagesses sont liées à une forme de religiosité ou de religion, c'est clairement en fait. Donc dans le bouddhisme par exemple. Et avec la Grèce antique, ce qui apparaît, c'est donc une volonté de compréhension rationnelle du monde, en fait, ça pourrait être ça la définition de la philosophie, de comprendre rationnellement le monde et de le comprendre dans une portée universelle. C'est ça le génie grec, c'est ça l'acte de naissance de la philosophie. Vous voyez, donc ça c'est pour le contexte historique. Et donc comment la philosophie est née, donc Platon, ensuite Aristote. Aristote est fort important parce qu'il a donc écrit énormément sur toutes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'à chaque fois il faudrait d'autres conférences et tout ça. Mais ces écrits ont d'abord été perdus parce que dans la Grèce antique, la démocratie grecque est partie en vrille, et ça a donné lieu donc à une dictature, à la tyrannie des 30, et il y a eu une persécution contre les intellectuels notamment. Tous les écrits d'Aristote ont été planqués dans une cave et tout ça. Donc je crois que c'est peut-être un nombre d'ouvrages comme 300, une production assez conséquente. Et c'est des écrits qui ont été retrouvés quelques siècles après, donc dans un sale état. Parce que donc les papyrus et tout se gardaient plus que nos feuilles d'aujourd'hui. Nous maintenant on produit en grande quantité, mais ça se dégrade très vite en fait. Mais donc malgré tout, l'œuvre du temps fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Il ne nous reste qu'un quart des œuvres d'Aristote, mais en tout cas suffisamment pour avoir été retrouvées, exhumées, il me semble, en fait, historiquement, d'abord par les penseurs musulmans, et ensuite donc par les penseurs occidentaux. Donc je pense à Avicenne, Averroès, donc là on est entre le 10e et le 12e siècle, et les occidentaux qui redécouvrent, donc il y a tout ce qui est, vous savez, il y a les guerres, les conflits de civilisation, le sac de Constantinople au XIIIe siècle, par exemple, donc ça c'est les chrétiens d'Occident qui se battent contre les chrétiens d'Orient, et malgré tout, il y a des choses qu'on redécouvre, et ça va être la renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Donc voilà, tout ça pour m'arrêter un peu sur Aristote, qui était à l'époque médiévale la référence philosophique, parce que Aristote parlait, contrairement à Platon, qui est une pensée idéaliste tournée vers le divin et l'absolu, Aristote met vraiment l'accent sur la nécessité d'expliquer le monde physique en fait. Et Aristote traite de tout. Il va traiter de la nature, du vivant, il va traiter de l'être humain, de questions politiques. Aujourd'hui, donc, ce qu'on appellerait la biologie, l'astronomie, la météorologie, enfin, de toutes choses, et de la métaphysique et de la théologie. Donc c'est une pensée qui englobe toute question. Et il faut bien voir que l'approche philosophique est une approche holistique. Donc on va parler de physique et de métaphysique, c'est-à-dire où on cherche à comprendre tout l'homme. Donc c'est bien la raison pour laquelle la philosophie est une science, mais qui se veut aussi sagesse, c'est-à-dire un guide théorique, mais aussi un guide pratique. En fait. Si on pense aux épicuriens, c'est la sagesse épicurienne, 3e siècle avant Jésus-Christ, donc clairement, il s'agit de comprendre ce qu'est le réel. Donc chez Épicure, on est dans un matérialisme. Donc c'est très intéressant. Le matérialisme, c'est pas que l'époque contemporaine. Donc dans l'Antiquité grecque, Épicure dit la vie n'est faite que d'atomes. En fait, la pensée, c'est ni plus ni moins que l'expression de la matière. C'est intéressant. Ce que disent les neurosciences aujourd'hui, par exemple. Donc ça veut dire même que les sciences contemporaines s'appuient toujours sur un arrière-fond métaphysique. Vous ne pouvez pas vous balancer la philosophie par la porte, elle rentre par la fenêtre. Enfin, on ne peut pas éviter les questions métaphysiques fondamentales. Donc chez Épicure, c'est un matérialisme qui est celui de la physique de Démocrite. C'est que les atomes s'accrochent, s'agrègent ou se désagrègent. Donc la pensée, c'est ni plus ni moins de la matière subtile, comme on dit l'esprit, les spiritueux, comme le vin, en fait, ou très très subtil. Et c'est là que vient de Démocrite que vient l'expression atome crochu. Les atomes qui s'accrochent, qui sont conclaves, convexes, etc. Ils se composent, se décomposent et tout ça, en fait. Et chez Épicure, ça donne l'idée que, puisque tout n'est que matière éternellement, de là, donc l'âme n'est pas immortelle pour Épicure. Il y a bien des dieux, mais ils s'en foutent de nous, en fait. Ils sont dans l'Olympe et tout. Et nous, donc, voilà, faut pas s'inquiéter de la mort, nous dit Épicure, parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, il faut vivre à l'instant. Donc, c'est cette fameuse expression reprise par les latins, carpe diem, cueille le jour, en fait. Donc, c'est une expression d'Horace. Elle est d'inspiration épicurienne.
Et épicurienne ne dit pas du tout, ouais, donc on vit maintenant, donc il faut jouir comme des gros porcs et tout. C'est pas ça, Épicure. Hein. Donc déjà, on l'accuse, pas dans ces mots-là, mais c'est l'accusation contre Épicure. On dit, voilà, ce sont quoi, des jouisseurs et tout. Et Épicure, pas du tout. Il parle d'un calcul entre les plaisirs et les peines, de plaisirs très sobres et tout ça. L'épicurisme est plus fin que la perception un peu caricaturale qu'on peut en avoir. Mais tout ça pour dire que c'est de la sagesse, de la connaissance qui veut ensuite avoir une incidence sur la vie pratique. Donc vivre sobrement, des trucs comme ça. Sur l'évolution donc de la discipline, oui, j'ai dit sciences particulières ou bien sciences de l'universel. C'est particulier parce que ça naît dans la Grèce. Ça s'étend, je dirais, donc il y a une prétention ici d'universalité. Donc dans l'évolution historique de la discipline, donc, il y a eu la Grèce antique, il y a eu la période médiévale, hein, donc, le Moyen-Âge si vous voulez, marqué très fortement par les monothéismes, donc dans l'ordre le judaïsme, le christianisme et l'islam, parce que contrairement à l'idée très caricaturale qu'on peut avoir, donc le Moyen-Âge n'est pas du tout un âge con de l'humanité. Hein, donc ça, c'est la Renaissance et l'humanisme du 15e, 16e jusqu'à la philosophie des Lumières qui a taxé un peu la période médiévale d'obscur ou d'obscurantisme, ce qui est complètement faux. Le Moyen-Âge, c'est du 5e au 15e siècle, c'est 10 siècles. Donc c'est beaucoup, hein. C'est comme si on disait entre l'an 1000 et l'an 2000, c'est pareil, enfin faut pas charrier, il se passait des trucs. Enfin, voilà. Donc là, il se passe beaucoup de choses. Il y a des périodes régressives, hein, notamment la chute de l'Empire romain, 5e siècle après Jésus-Christ, donc de régression culturelle sûrement, et puis de restructuration en Occident, en tout cas autour de la culture chrétienne, qui est une culture évidemment, qui n'est pas du tout une espèce de truc obscur, etc. Donc, je veux dire, le génie du 12e, 14e siècle, le gothique, les cathédrales sont une expression, mais pas ça, mais même au niveau intellectuel. Enfin, il y a donc des hauteurs de la pensée d'un point de vue philosophique. Donc si on va de Saint-Augustin, et je suis très schématique, hein, jusqu'à saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle après Jésus-Christ, c'était un des sommets de la pensée, équivalent d'Aristote, Platon, ou des grands penseurs après, Descartes, etc. Donc la période médiévale marquée par les monothéismes, parce que dans les monothéismes, je l'ai dit au pluriel, j'inclus les trois, il y a vraiment cette articulation entre la foi et la raison. Et soit dit en passant, même si on fait de la philo aujourd'hui, je vais venir un petit peu après sur l'évolution de la pratique philosophique ou de la discipline, il y a toujours une forme de discussion avec des questions fondamentales métaphysiques, éventuellement religieuses. Vous avez aujourd'hui des philosophes qui sont religieux aussi. C'est pas une antithèse. Mais je vais venir un petit peu après pourquoi on place un peu les deux, foi et raison, un peu vite en concurrence et en contradiction. Donc la philosophie médiévale, c'est le dialogue, je disais, donc, entre foi et raison, et dans l'histoire de la pensée, là où il y a une rupture assez forte, c'est au XVIIe siècle. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la modernité. Donc les périodes, c'est les suivantes. Hein. Il y a l'Antiquité, donc moins 5 avant Jésus-Christ, 5 après Jésus-Christ, hein, donc la chute de Rome en Occident. Après, vous avez donc 5e, 15e, hein, l'époque médiévale, hein, 15-16 la Renaissance, et puis 17e siècle, vraiment le gros tournant, celui de la modernité, et c'est la pensée de Descartes notamment. Donc la pensée de Descartes est décisive. Avec Descartes, c'est l'avènement du rationalisme. C'est-à-dire que Descartes est quelqu'un formé à la flèche chez les jésuites, évidemment un esprit très cultivé, par des religieux, et surtout, si vous voulez, c'est l'école scolastique, c'est-à-dire c'est une école aristotélicienne, donc d'Aristote, et thomiste en fait. Hein, on veut dire la philosophie médiévale, c'est saint Thomas d'Aquin, en fait, ce qu'on appelle la scolastique. Et Descartes va vraiment s'inscrire en faux contre toute cette tradition, parce que le gros changement au XVIIe siècle, vous savez, c'est le siècle de Galilée, c'est-à-dire c'est le moment où on se rend compte que la Terre n'est pas au centre, mais qu'elle est finalement, elle tourne autour du Soleil, vous voyez. Hein, souvent on dit voilà, oui, beaucoup d'idées reçues, on croyait que la Terre était plate. Alors, croire que la Terre était plate, c'était une croyance paysanne. Autrement dit, 95% de la population, sûrement. Mais les astronomes, les gens savants cultivés, savent que la Terre est ronde. Hein, sa sphéricité est démontrée par calcul trigonométrique par Ératosthène de Samos, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on sait que la Terre est ronde. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Marin de Tyr corrige les calculs d'Ératosthène en se plantant.
Hein, donc marin de tir corrige le tir, en fait il se gourre. Parce qu'il pense que la Terre, donc avec Ératosthène, on sait qu'elle fait 200 000 stades, soit 20 000 stades, je ne sais plus, enfin bref, 40 000 km de circonférence. Donc il tape à peu près juste. Marin de tir corrige, il dit non, ça fait 30 000 à peu près kilomètres. Et quand Christophe Colomb, donc ça c'est pas de la spéculation, quand Christophe Colomb part au XVe siècle pour aller joindre les Indes en partant à l'ouest, c'est pas parce qu'il est complètement à l'ouest et suicidaire, c'est parce qu'il sait que c'est une boule et qu'il va trouver l'est par l'ouest. Ce fait que c'est quand même une aventure, et partir comme ça peut vouloir dire tous mourir en route. Hein. Je pense par exemple à Monsieur de la Pérouse, il y a un truc comme ça au Puy du Fou, qui fait une expédition scientifique. Ils sont jamais revenus, hein, donc le Puy du Fou rend hommage un peu à cette expédition-là, mais partir en expédition, c'est comme aujourd'hui si on l'envoyait sur Mars, ou je sais pas quoi, enfin, ou sur la Lune, ça peut péter en plein vol, enfin, on n'est pas sûr de revenir. Quoi. Donc Colomb, il part, donc il faut avoir la foi, enfin, je veux dire, mais la confiance. Mais après, sinon, j'allais dire, scientifiquement, il sait qu'il va trouver, il peut trouver les Indes. Hein, donc providentiellement, il va trouver l'Amérique, hein, qu'il va appeler les Indiens. Voilà. Donc ça, c'était, je parlais un peu donc, d'astronomie, j'ai perdu un peu mon fil, je parlais de la philosophie médiévale et Descartes. Donc Galilée, ce qu'il a montré, c'est que c'est un certain nombre. Galilée est le premier, donc là je parle des sciences et de l'astronomie, mais c'est le premier à avoir introduit l'observation dans la physique. Donc notamment il prend la longue vue, qui est un instrument qui vient d'être inventé début 17e. Et la longue vue, normalement, donc, ça peut servir pour la navigation, sur les champs de bataille. Et il va la pointer vers le ciel. Autrement dit, il faut être un peu allumé. Qu'est-ce que tu vas voir dans le ciel? Et c'est là qu'il observe des taches solaires, c'est là qu'il observe les satellites de Jupiter, si je ne me plante pas. Ouais. Et là, donc tout un tas de choses, à partir desquelles il va se dire, mais c'est possible que ce ne soit pas la Terre qui soit au centre de tout, en fait. Et à vrai dire, le gros conflit qui se passe au XVIIe siècle, notamment avec l'Église et le Vatican, c'est un conflit qui se passe autour d'une thèse aristotélicienne, pas une thèse biblique. La Bible ne dit rien là-dessus. Hein. Mais alors, pourquoi le Vatican s'est fâché, en fait, avec Galilée? Simplement parce que, donc, contrairement un peu à ce qu'on présente, l'Église, et à l'époque médiévale, est très rationnelle, et il y a beaucoup de... Alors, il y a des gens qui se sont fait cramer, hein, Giordano Bruno, tout pour ça c'est vrai, donc il y a de la violence qui existe. Mais au départ, c'est le Vatican qui demande à Galilée d'étayer ses thèses sur l'héliocentrisme et tout ça. Et Galilée le prend de haut, il sort un bouquin qui s'appelle Dialogue sur deux systèmes du monde, dans lequel il fait parler la thèse géocentrique, donc, qui est celle défendue par l'Église, qui est celle d'Aristote, comme étant une thèse de neuneu. Hein, donc il a fait tenir par un mec qui s'appelle Simplicius, et puis l'autre personnage qui tient la thèse héliocentrique et qui montre qu'il faut vraiment être con pour ne pas avoir compris que c'est... Voilà. Soit dit en passant, il faudra à peu près une cinquantaine d'années pour convaincre la communauté scientifique. C'est pas du jour au lendemain, on se dit « Ah mais merde, on était con, la Terre... voilà. » Donc il faut du temps, parce qu'il y a plein d'objections en physique. On dit « Mais si la Terre tourne sur elle-même, elle fait, comment dire, 40 000 km de circonférence, donc en 24 heures, donc ça fait 1600 km/h, donc il doit y avoir des vents extrêmement violents à l'équateur. Or, c'est pas le cas. Donc c'est qu'elle est fixe. » Enfin oui, les argumentations, etc. Donc les scientifiques se chamaillent. Mais donc Galilée va se prendre un gros vent par l'Église parce que justement il s'est foutu de la tronche donc de l'autorité religieuse, politique, scientifique de l'époque. Mais imaginez quelqu'un qui aujourd'hui oserait se moquer de l'autorité politique et scientifique. On ne le ferait pas, hein. Je ne fais pas de référence à quoi que ce soit. Mais vous voyez, juste un truc, pour être sérieux, mais je dis ça à mes élèves quand même, hein. C'est que quand on est dans le domaine scientifique, on est dans un domaine éminemment problématique, c'est-à-dire qu'il se discute. C'est vrai en philo, c'est vrai en physique, c'est vrai en médecine. On est forcément dans la discussion, donc on ne peut être que sur des certitudes dubitables, tout le temps. Même si on est sur des trucs où on voit que ça marche, du style, je sais pas, le Doliprane, ça marche. Mais vous n'êtes pas à l'abri du fait que si quelqu'un peut être allergique médicalement, enfin voilà, donc vous ne pouvez pas avoir de certitude à 100%. Et donc une attitude dogmatique, par exemple dans le domaine scientifique ou médical, est un non-sens. Donc c'est important, je pense que politiquement c'est nécessaire de prendre des décisions, ça se comprend. Hein, comme un chef militaire va prendre des décisions parce qu'il faut qu'il tranche. Mais quand on joint le politique et le scientifique, il faut être très prudent. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui puissent critiquer et contester. Et si on veut les faire taire en les tuant, il y a un grain, quoi. C'est qu'on part dans une dictature. Quoi. Mais c'est clair que dans le domaine universitaire, philosophique, etc., tout est discutable. Et donc Galilée a fait les frais à l'époque du pouvoir politique et religieux. Hein, donc il a subi une condamnation.
Descartes voit ça, donc est très prudent, il est convaincu par les thèses galiléennes, etc. Mais j'étais parti sur cette idée qu'avec Descartes, donc, il y a un tournant qui va s'opérer, parce qu'avec Descartes, on va rentrer dans un intellectualisme pur. C'est cette affirmation chez Descartes du « je pense donc je suis » que vous connaissez. En fait, la démarche de Descartes, c'est d'essayer de trouver une certitude absolue dont on ne pourrait pas douter. Et cette certitude absolue pour Descartes, ça va être le « je pense », la raison, qui d'elle-même peut tout connaître. Et de là, la bascule, c'est que chez les auteurs antiques et chez les auteurs médiévaux, le fondement du vrai, il est en dehors de nous. C'est-à-dire qu'il est dans l'ordre des choses, il est dans la nature, ou il est en Dieu, quoi, en réalité. Donc chez les Grecs, chez Aristote, chez Platon, c'est le divin, etc. Même chez Épicure, on pourrait dire qu'il y a l'ordre de la matière extérieure. Avec Descartes, nous pouvons tout savoir à partir de nous-mêmes, à partir d'un raisonnement mathématique. Donc la bascule du XVIIe siècle, c'est cette évolution de la science qui veut comprendre tout mathématiquement et qui fait que nous pouvons le comprendre à partir de notre propre raison. Donc c'est l'affirmation d'une autonomie absolue du point de vue de la pensée. Alors Descartes va encore avoir besoin de Dieu, à un moment il prouve l'existence de Dieu, c'est d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de la conception de l'être et des choses, mais à la limite, Dieu n'en a pas trop besoin. Donc le rationalisme va évoluer historiquement, on pourrait dire, vers finalement une secondarisation du divin, et puis voire vers une forme, je traverse un peu les époques, mais vers une forme d'athéisme. Vous voyez, donc ça va être toute la philosophie des Lumières, qui n'est pas anti-religieuse. Hein, des gens comme Rousseau, Montaigne, etc. sont tous dans la culture chrétienne, Descartes aussi en fait. Mais pour l'ordre du connaître, il n'y a pas tellement besoin de ça. Donc finalement, je dis tout ça pour dire que la question de la sagesse, ça devient quelque chose d'autre. Finalement, on est vraiment sur quelque chose qui devient savant, et c'est toute l'explosion des sciences, quoi, si vous voulez. Hein. Donc la physique, l'astronomie, la biologie au XVIIIe siècle, etc. etc. Et la biochimie, enfin toutes ces choses-là, en fait. Hein, voilà pour l'évolution historique. Et ce qui m'amène au troisième point, donc là, ici, la révolution scientifico-technique que nous avons connue, le divorce d'avec la religion, et cette idée que quand on est dans la rationalité, on est clairement dans cette volonté donc, de comprendre le monde, comment ça fonctionne, mais on va se passer de la question de la finalité. Cette question-là est une question qui est trop lointaine. Dans le pire des cas, c'est une question religieuse. Dans le moins pire des cas, c'est une question de philosophe ou de métaphysicien. Mais et là, c'est tout le développement des sciences, c'est le positivisme d'Auguste Comte, par exemple. La question de l'origine ou la question de la fin, pourquoi vivons-nous, vers quoi allons-nous, de ça, c'est des questions qui sont trop lointaines, et la science se concentre sur la question du comment, où son pourquoi devient en fait un comment ça marche. Donc le médecin va vous dire la digestion, comment ça marche, il va vous dire le dysfonctionnement gastrique, cardiologique et tout ça. Mais après le reste, enfin voilà, donc il y a des approches un peu plus holistiques qui sont un peu écartées de la science occidentale, technico-scientifique en fait. Donc voilà, dans l'évolution un peu des choses. Donc après... ouais, ça va. Donc, le divorce avec le religieux. Donc, je passe à ma deuxième partie ici, hein, pour revenir à cette question donc, de la sagesse. Donc, ça, finalement, ce que je dis là, donc, pour quelle sagesse? De l'intellectualité à l'intellectualisme, hein, c'est un peu des grands mots. Ce que je veux dire par là, de l'intellectualité, c'est la capacité qu'on a par l'intellect de comprendre. Donc l'intellectualité, j'entends par là, ça peut être Platon, Aristote, le fait de comprendre les choses intellectuellement. À l'intellectualisme, ce que je veux dire, c'est que la modernité, c'est-à-dire le XVIIe siècle de Descartes, et par après, a forcé le trait finalement. Nous ne sommes presque plus qu'un cerveau, entre guillemets, enfin, je force un peu. Et vous voyez, donc c'est là que... Mais malgré tout, la philosophie est quand même marquée dès le départ, c'est quand on dit philosopher, chercher la sagesse. C'est pas seulement une sagesse empirique, elle est marquée par l'intellectualité. Si je pense à Aristote, par exemple dans l'Éthique à Nicomaque, c'est donc un de ses livres, Éthique qu'il a dédicacé à son fils Nicomaque, au livre 10, ce que Aristote appelle la théoria. Donc théorie, en grec, ça veut dire voir. Donc une théorie, c'est une vision, c'est toujours une vision en fait. Et donc chez Aristote, la théoria, c'est la contemplation du divin, c'est-à-dire des réalités les plus hautes, parce que l'homme, c'est cet être entre deux, hein, qui est entre l'animal et le divin, en fait.
Et donc, soit nous nous abaissons à l'animal, soit nous pouvons nous élever vers le divin. Et quand on s'élève vers le divin, c'est là qu'on s'humanise au plus haut point, en fait, dira Aristote. Mais s'élever vers le divin, très clairement, c'est pas prier, en fait, hein, chez Aristote, c'est clairement la compréhension des questions les plus essentielles. C'est faire de la philo, en fait. La méditation aussi, c'est ça. Donc, mais c'est malgré tout très, très intellectuel. Je pense aussi voilà, donc à la philosophie médiévale, je parlais de Thomas d'Aquin tout à l'heure, c'est vraiment cette articulation, la foi et la raison, mais la raison qui n'est pas du tout mise de côté, et qui cherche un peu à rendre compte ou à expliquer le monde. Et donc avec Descartes, il me semble voilà, qu'il y a chez Descartes, il y a ce dualisme âme-corps, hein, donc esprit et corps, mais le corps, chez Descartes, est compris à partir de la mécanique ou de la géométrie, de la mécanique, et d'une certaine façon, le corps est déspiritualisé, et l'esprit est immatériel. Donc chez Descartes, il y a vraiment une séparation assez forte, alors que les médiévaux allaient dire, par exemple et les antiques, Aristote va parler d'une âme végétale, d'une âme des animaux et d'une âme intellective. Hein, ça c'est dans le traité De Anima, de l'âme. Donc l'âme végétative, ben, l'âme c'est le principe de vie. Hein. Anima c'est ce qui donne vie en fait. Donc les végétaux c'est le premier niveau, donc c'est la nutrition, la reproduction. La capacité donc d'accroître de soi, ça c'est les végétaux. Là-dessus se greffe un deuxième système, on dirait aujourd'hui, qui est le système sensorimoteur. Ce n'est pas les termes d'Aristote, mais c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Hein, donc la possibilité de se déplacer, tout ça, ça c'est l'animal, qui est un système végétatif. Alors Aristote ne dit pas système, il dit une âme végétative, et puis une âme sensitive. Et puis chez l'homme, il y a un troisième niveau qui se greffe, qui est celui de la noésis, c'est la pensée en fait. Donc végétatif, sensorimoteur et puis intellectuel. En fait. C'est assez intéressant, parce qu'on voit bien qu'on a le système végétatif en nous, hein, la digestion, tout ça, enfin, on ne contrôle pas tout ça. Hein, quand on a des troubles de l'intestin, tout comme ça, on voit qu'on est d'abord une plante avant d'être un animal et un penseur. Hein. Ça, c'est voilà. Mais Descartes a séparé assez fort les choses. Quoi. Donc, pour lui, le mot d'âme lui a donné un sens très intellectualiste. Et finalement, le corps a un sens très mécaniste. On est les héritiers de Descartes, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc de tout ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant de faire la philo, c'est de voir un peu l'histoire de la pensée, et puis un peu comment on pense les choses. On peut creuser plein de trucs. Hein. On est très dépendant aujourd'hui de la pensée de Marx, de Nietzsche et tout ça. Même si on ne se revendique pas marxiste, nietzschéen, il y a quand même pas mal de trucs qui ont marqué voilà, la société et puis notre façon de penser. Voilà, alors je pose ma dernière question sur mon développement. Est-ce que nous sommes plus heureux en philosophant? On comprend que la philosophie, c'est un travail intellectuel, en fait. Donc, de là, on va pousser très loin les choses intellectuellement. Et la conséquence, finalement, ça peut être, même assez facilement, hein, donc le scepticisme, on peut douter de tout, le relativisme, tout se vaut, et on n'est pas à l'abri du désespoir, en fait. J'ai tendance à penser que la raison toute seule ne nous sauve pas, en fait. Et quand je dis désespoir, c'est pas... je ne suis pas en train de cracher dans la soupe et puis de dire ouais, finalement ça n'apporte rien. Je pense à la pensée de Schopenhauer par exemple, le monde comme volonté, comme représentation. La conception schopenhauerienne est très intéressante, toute philosophie est intéressante. Mais finalement on est condamné à désirer, c'est-à-dire que quand on désire, on souffre parce qu'on n'a pas, et quand le désir est satisfait, on souffre de ne plus souffrir. Donc il a cette phrase qui dit que la vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. En fait. Je ne sais pas si vous voulez une phrase un peu plus désespérante, mais ouais, c'est sympa. Quoi. On va pas se tirer une balle, mais voilà. Donc bon, il n'y a pas que la philosophie, la littérature, Sioran, de l'inconvénient d'être né, on peut trouver des trucs qui peuvent bien plomber le moral. Quoi. Alors voilà, je ne crois pas que la raison sauve, tout simplement pour cette raison suivante, c'est que du point de vue de la raison, tous les raisonnements sont possibles. Mais de façon légitime. On le voit en politique, et de façon légitime. C'est-à-dire que toute thèse se soutient. Vous voyez, hein, donc, si on se chamaille, qu'on est de droite ou de gauche, je vais même élargir le panel, hein, soyons fous, mais finalement, toute argumentation politique, et j'ai jusqu'à Mélenchon, et pourquoi pas Le Pen, et rigolons, parce qu'a priori, ouais, machin, mais pourquoi pas, admettons. Tout discours politique peut justifier, des discours patriotiques, de défense, etc., de sécurité, etc., à l'inverse d'égalité, si on est plus vers la gauche, etc., ou à l'extrême gauche. Et à chaque fois, c'est ce que dit Pascal, en fait. Toute thèse est vraie dans ses principes, fausse dans ses conséquences. C'est intéressant, c'est un peu comme si la pensée, de toute façon, la pensée se tord, enfin, c'est-à-dire que vous allez défendre un point de vue, je vais vous écouter, si je vous écoute,
si j'ai pas fermé les œillères avant, et voilà. Mais je pourrais toujours, en discutant, montrer les inconséquences de votre raisonnement. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on ferraille en argumentation, on s'appuie toujours, mais c'est presque un peu comme par nécessité, sur les faiblesses de l'autre, mais comme dans un sport de combat. Hein, si je me bats au karaté, si je veux sécher l'autre, il faut que je frappe au plexus, enfin, ou à la glotte, je sais pas quoi, enfin, mais des points faibles, ou au parti, quoi, en fait, si c'est un homme. Enfin, oui, ça va le sécher net. Donc, les faiblesses, mais c'est plus difficile quand vous êtes vous-même dans vos propres retranchements, que vous essayez d'analyser et d'argumenter le bien fondé de ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez. C'est pas impossible. Et souvent, ça va le faire si vous avez quelqu'un en opposition. Parce que ça vous force à aller chercher en profondeur, mais il n'y a jamais d'argumentation définitive, en fait. Donc, tout ça pour dire que tout raisonnement peut s'invertir et se retourner. C'est ce qu'on fait en philo, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une forme de raisonnement antithétique. C'est pas qu'on parle pendant des heures et tout pour le plaisir de s'enivrer de paroles, mais c'est que quand vous avez une question qui est posée, une question de philosophie, alors vous avez toujours légitimement une forme de réponse en antithèse, c'est-à-dire une concurrence de réponses potentielles, toujours. Et donc ce à quoi on va former les élèves, c'est d'essayer de repérer ça, c'est ce qu'on appelle repérer un problème. On leur dit repérer la difficulté du sujet. Caricaturalement, c'est oui, non, mais sauf qu'on va demander à l'élève de sortir de oui, c'est comme ça, non, c'est comme ça. On lui demande de ne pas rester dans un avis tout fait, mais d'aller chercher, et puis c'est là que, aussi dans le développement, les références philosophiques vont aider et vont montrer qui sait des trucs, mais pour essayer de montrer cette espèce de concurrence, donc c'est-à-dire cette espèce d'incompatibilité de thèse, un peu comme s'il y avait une politique à mener et qu'on avait la gauche et la droite, et qu'à un moment ou à un autre ça coince, on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y en a qui arrivent à faire tout en même temps, hein, même des politiques. Sympa, une formation philosophique d'ailleurs. Mais il y a un moment, enfin vous voyez, il faut qu'il y ait un tranché ou des trucs qui peuvent être incompatibles. Quoi. Enfin, voilà. Et l'élève qui conduit son raisonnement, ou le prof, à partir de cette incompatibilité, doit essayer de trouver une solution, donc en essayant de sortir des difficultés ou des inconséquences des thèses antérieures, pour s'élever vers une troisième thèse qu'on appelle synthèse, qui n'est pas un mélange, mais qui est plutôt donc c'est de générer une posture nouvelle par réflexion sur le sens des termes, pour affiner, pour essayer de saisir la réalité, etc. Des choses. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on fait donc en philosophie. Donc, la raison, enfin, le travail philosophique peut éclairer quand même. Enfin, donc, c'est un outil qui est conséquent, plus que conséquent, à mon avis. Voilà, je ne sais pas si ça rend heureux, mais l'idée, c'est que que ça puisse donner une certaine lucidité quand même. C'est l'objectif. Donc voilà. Alors, pour conclure, dans toute cette présentation que j'ai faite, un petit peu en quelques minutes là, je dirais que la philosophie est une condition possible, mais non nécessaire du bonheur, heureusement en fait. Je crois, en fait, profondément, je crois que le bonheur est certainement chose simple, mais que comme on est naturellement compliqué, on est peut-être naturellement malheureux, il y a quelque chose, enfin chacun a trouvé sa voie, si vous voulez, du point de vue de cette simplicité. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui relève plus de l'ordre, j'allais dire, pathique au réel, enfin, ou charnel, quelque chose comme ça, en fait, au réel, dans la question du bonheur, et pas d'abord intellectuel. Enfin, comme on dit souvent, intellectuellement, peut-être qu'on peut se prendre beaucoup la tête, et d'ailleurs, de toute façon, on est tous, de ce point de vue-là, un peu naturellement des preneurs de tête, hein, parce que ça tourne quand même des fois là-dedans tout le temps. Donc, et pour la question du bonheur, c'est là qu'on peut parler d'un lâcher-prise, quelque chose qui consiste à savoir redescendre, savoir respirer, aller dans la nature et toutes ces choses-là. Donc je crois que le bonheur a quelque chose de plus universel finalement. Si c'était qu'une question de philosophe, ce serait vraiment qu'une élite. C'est ce que pensent les stoïciens par exemple. Alors, à partir de là, c'est ceux qui ont fait des études, qui sont sages, mais d'une sagesse qui ne serait pas, à mon avis, sans orgueil quoi, en fait. Et donc le deuxième point de conclusion que je dirais, c'est que de ce fait, la philosophie peut-être, pourquoi pas, être un amplificateur donc, de ce bonheur. Mais en tout cas, je ne la qualifierais pas comme étant le générateur, puisque il y a là quelque chose d'autre où je ne me permets pas de donner des réponses ici. C'est, je dirais, à chacun de trouver son chemin pour cette question-là du bonheur, que la philosophie après peut venir essayer d'éclairer, mais en tout cas qu'elle ne peut pas absolument générer. Donc bref, il y a quelque chose qui, dans la philosophie, éclaire, mais qui n'est pas comme le soleil qui puisse réchauffer. Et je terminerai, j'aurais pu vous le projeter, à cette fameuse peinture de Rembrandt. Je ne sais pas si vous connaissez une peinture qui s'appelle Le Philosophe. Vous verrez ça, on googlise, on trouve donc Rembrandt. Et vous avez un sage, un vieux sage qui est à côté d'une fenêtre, hein, parce que quand on travaillait
dans le temps, c'est à la lumière du jour, quoi, en fait. Et c'est très lumineux, en fait. Et vous avez, de l'autre côté du tableau de Rembrandt, une servante, sur la partie droite du tableau, qui est à côté d'un feu et d'un foyer, qui réchauffe, mais qui éclaire presque pas, en fait. Et puis, donc, ce vieux sage à côté de la fenêtre, en train de spéculer, tout ça, vous avez un escalier en colimaçon qui monte, et quand il monte dans l'obscurité. C'est-à-dire que plus vous spéculez, vous pouvez très bien aussi vous enfoncer dans des choses de toute façon, des questions insolubles. Parce que tout est toujours trop haut pour la raison. Tout est toujours intéressant. C'est Kierkegaard, un philosophe, qui dit ça aussi du 19e siècle, c'est que ce qui est étonnant, c'est que la raison s'efforce de saisir ce que de toute façon elle ne peut pas saisir. Et c'est quoi? L'infini, en fait. Donc vous avez le philosophe qui a cette lumière de la raison, qui éclaire, mais il a besoin du foyer qui réchauffe. Et si la servante n'était pas là pour faire le feu, il se calerait bien les miches et il ne philosopherait pas longtemps, en fait. Donc, mais vous voyez, donc la vie, c'est quelque chose peut-être de ces deux choses-là, en fait. C'est à la fois ce feu et de cette lumière aussi qui peut éclairer, mais qui, paradoxalement, peut peut-être aussi obscurcir. Donc, tout est une question de mesure, quoi. Enfin, voilà pour ce que je voulais vous dire de cette discipline. Merci.